Donc la kinésiologie, c'est avant tout une technique psychocorporelle qui est spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. C'est une technique holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble de l'individu. On prend en compte le corps physique, le corps mental, le mental, et on prend aussi en compte les émotions de la personne. Sa particularité, c'est qu'on va utiliser le test musculaire. La kinésiologie permet d'avoir accès à la mémoire du corps. Il se passe plein de choses dans notre vie, mais notre cerveau ne peut pas tout retenir. Par contre, tout ce qui est très important, c'est le corps qui va le mémoriser. Et grâce au test musculaire, on va y avoir accès. Alors, comment se passe une séance ? Mais tout d'abord, on a un entretien. Dans cet entretien, on va poser la problématique ou l'objectif. C'est-à-dire que quand vous m'amenez votre enfant, déjà vous restez avec lui, s'il le souhaite, si vous le souhaitez, et on va déterminer ensemble quel est son objectif par rapport à sa problématique. Des fois, ça peut être, vous venez parce qu'il a des problèmes d'apprentissage, il est 10 quelque chose, là, peut-être que lui, il a juste envie de marquer des buts au foot. Et c'est OK. Parce que peut-être que de marquer des buts au foot, ça va juste lui faire prendre plus confiance en lui, et alors il y a des choses qui vont se débloquer à l'école et dans ses apprentissages. Ensuite, on va faire des pré-tests. C'est un peu comme si on préparait la voiture, qu'on vérifie que tous les voyants sont bien allumés. Voilà, il y a des premiers pré-tests qu'on va effectuer grâce au test musculaire, et parfois l'enfant il n'a pas envie de faire la séance parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne connaît pas ce lieu. Et ça aussi c'est OK, je peux faire la séance en transfert sur le parent. Ensuite, on va faire un état des lieux. L'état des lieux, c'est justement les fameux tests musculaires. Ces tests musculaires sont en lien avec les méridiens, on en parlera tout à l'heure, et ça va nous permettre de voir quel muscle est déverrouillé et comment il faut aller chercher les équilibrages. Donc une fois qu'on a fait l'état des lieux, on peut avoir accès aux équilibrations. Et ces équilibrations, elles vont être de plusieurs sortes. Il va y avoir des équilibrations purement physiques, des équilibrations énergétiques, mais aussi des équilibrations qui vont être en lien justement avec le mouvement, avec des lettres, avec des chiffres. Voilà. La kinésiologie, pour ça, c'est très riche. Et ensuite, on va vérifier que ce pourquoi vous êtes venu n'est plus un stress pour vous. Alors, je dis vous parce que les parents peuvent aussi venir, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est le docteur Boudart qui a réussi à mettre en lien les muscles avec les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Et ces méridiens-là, il faut savoir qu'ils sont en lien avec les émotions. En quoi les émotions sont-elles si importantes ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? Une émotion, c'est une réaction spécifique du corps à un événement donné. Il faut savoir que la colère, ça nous permet simplement de se protéger, de repousser un événement, de repousser une personne pour se protéger. La tristesse, ça permet de lâcher prise. La peur, ça permet justement de reculer, de se protéger aussi face à un événement donné. Et ensuite, il y a la joie, le plaisir qui permet d'avancer. Comme disait tout à l'heure Alexandre, apprendre dans la joie, c'est quand même beaucoup plus chouette. Par exemple, la tristesse, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pleure, souvent on dit à notre enfant, arrête de pleurer, c'est un peu embêtant quand il est en train de pleurer parce qu'il a perdu un jouet ou parce qu'il est en train de se disputer, c'est jamais très agréable. Et pourtant, il faut savoir que quand on pleure, en fait, on a un influx nerveux qui se libère dans le cerveau et qui permet déjà de préparer la personne à lâcher prise avec la situation. Donc c'est OK, les émotions, c'est super. En fait, ça nous permet d'avancer, de s'orienter dans la vie. Donc déjà, acceptons les émotions de nos enfants, acceptons aussi nos propres émotions. On a le droit d'être en colère contre notre enfant, on a le droit d'être triste. Voilà, il faut juste les accueillir, les accepter. Et ces émotions, elles influent sur plusieurs choses. Elles vont influencer sur notre santé. Il faut savoir qu'une émotion qui reste trop figée dans notre corps, en fait, ça peut provoquer des symptômes. Au bout d'un moment, le corps il a besoin de s'en libérer de cette émotion. Et ça peut aussi avoir une influence, du coup, sur nos apprentissages et sur notre mémoire. Apprendre avec plaisir, c'est ce qui va favoriser la mémorisation des informations. Tout comme si jamais il y a de la colère, ça va être totalement différent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces fameux méridiens, il faut s'imaginer que c'est comme des autoroutes qui nous traversent, et que quand on a une émotion qui n'est pas accueillie, qui n'est pas vécue comme il se doit, alors elle va rester bloquée. C'est comme si on rajoutait un péage sur l'autoroute, et alors dans ces cas-là, l'énergie ne va pas circuler comme il faut. En kinésiologie, l'équilibration qu'on va apporter, c'est comme si on a enlevé ce péage, on va libérer ce méridien, et là, il va y avoir le flux qui va repartir. Qu'est-ce qui se passe ? La kinésiologie, il faut savoir que c'est l'étude du mouvement. Et du coup, le fait de ramener du mouvement dans le corps, le fait de ramener ce flux énergétique et de le libérer, c'est ce qui va permettre de pouvoir retendre vers notre objectif, de se libérer d'une problématique.
Alors, distinguons le stress et l'émotion. Il faut savoir que le stress, c'est ce qui nous arrive un petit peu tous les jours. Là, je suis un peu stressée, voilà. Mais il n'y a que du stress. Je me sens ni en colère, ni triste, peut-être un petit peu de peur, un petit peu d'appréhension, effectivement. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Par contre, quand on a trop de stress, des stress trop importants, des émotions trop imprégnées qu'on n'a pas pu libérer, c'est un peu comme si on rajoutait des cases dans notre cerveau, et comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui va empêcher notre cerveau d'avoir accès à toutes ces parties. Il faut imaginer que le cerveau, alors moi je fais encore plus pratico-pratique, c'est plus simple pour moi, mais imaginons que notre cerveau est divisé en plein de petites cases, et qu'on empêchait nos neurones d'avoir accès à certaines parties. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, grâce à la kinésiologie, de libérer toutes ces parties-là et de pouvoir y avoir accès. Et pensons aussi aux parents, effectivement, que nous sommes tous, qui permet, si nous-mêmes on est bien, alors notre enfant pourra aussi aller mieux. Il faut penser d'abord à soi, ça peut paraître particulier, mais si, c'est Isabelle Filosa qui le dit très bien, qui nous imagine dans l'avion, quand il y a les masques à oxygène qui tombent, il faut d'abord se le mettre à soi-même, et ensuite on le met à notre enfant. Pourquoi ? Parce que si nous-mêmes on est trop stressés, si nous-mêmes on ne libère pas nos émotions, au final ça va être très compliqué pour nous de gérer les difficultés de notre enfant. Donc du coup, prenons soin de nous, et ensuite on prendra soin de nos enfants, ça sera en tout cas beaucoup plus facile. Donc la kinésiologie, ça peut se vivre aussi bien en accompagnement individuel, mais aussi en atelier. Pourquoi ? Parce que donc, il y a des ateliers pour les adultes, mais aussi des ateliers pour les familles. Pourquoi ? Parce que si jamais vos enfants vous voient prendre soin de vous, et inversement, ben, à la maison, ça va être beaucoup plus facile de dire « Maman, je te sens un petit peu stressée là, tu veux pas faire un petit écart ?» qu'on va faire tout à l'heure avec Aurélie. Voilà, c'est prendre soin les uns des autres en fait. Donc voilà, on va bouger parce que là c'est sympa depuis tout à l'heure. Heureusement, Alexandre a déjà fait bouger parce que comme on dit, ben, les enfants ils apprennent mieux en bougeant. Ben, là c'est pareil, peut-être pour continuer les conférences, ça va être sympa aussi de bouger. Donc comme on a plein d'espace, ça va être cool. Je vais vous redemander de vous lever, je vais demander à Aurélie de venir avec moi, la sophrologue. On va vous faire vivre un petit moment de brain-gym. Alors c'est quelque chose qui est très simple, ça s'appelle le CAP, toujours pareil, on va avoir un petit cycle. Donc Aurélie est sophrologue et pratique aussi la brain-gym. Un petit cycle facile à retenir. Donc comme on disait, déjà dans un premier temps, si vous avez de l'eau, buvez-en. Alors au-delà de ce qu'a expliqué Alexandre, il faut savoir qu'effectivement notre cerveau est constitué de 90% d'eau, et du coup, il va falloir vraiment l'hydrater. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Il faut boire que de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter un petit peu de citron, la tisane, ça ne compte pas non plus. Quand vraiment on a besoin de déstresser, l'eau, c'est vraiment la boisson idéale. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, donc vous avez deux petits points qui sont sous les clavicules, c'est les points R27, du méridien numéro 27. Et c'est surtout des points qui sont en connexion avec notre cerveau. Donc je vais vous demander de mettre le pouce d'un côté, donc si vous avancez un peu les épaules, ça va se creuser à ce niveau-là. Et donc on va mettre le pouce d'un côté et le couple index majeur de l'autre. Et avec les deux autres doigts de l'autre main, on va connecter au nombril. Et là, on va masser ces deux points. Et je vais vous demander en même temps de regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, et ça on va le faire plusieurs fois. On ne tourne pas autour du nombril, le nombril on le connecte juste, et on stimule que les points du rein, oui, je vous voyais. Voilà, donc vous balayez la salle sans tourner la tête, et juste les yeux. Pourquoi ? Parce que simplement, ça va libérer le cerveau et surtout connecter le cerveau droit et le cerveau gauche. Si vous avez accès aux compétences que vous offre votre cerveau droit et votre cerveau gauche, ça va vous permettre de voir les choses totalement différemment, et ensuite de libérer le mental pour que l'esprit soit plus clair pour écouter la suite. Et là, je vais donner le micro à Aurélie. Vous pouvez rester debout, parce qu'en fait, on va continuer. On va partager le mouvement en deux, tout simplement parce que je propose également l'outil de brain gym. Donc, Caroline m'a dit, mais pourquoi pas le faire à deux ? Ça venait justement, ça venait dynamiser et alléger. Donc, du coup, moi, je vais vous proposer les mouvements croisés. Les mouvements croisés, nous allons les vivre debout. Et comme le mouvement précédent, l'idée, c'est en définitive de pouvoir croiser avec
ce qu'on a pu faire avec les yeux, mais c'est surtout nous permettre de faciliter la transmission des informations au niveau du cerveau droit et gauche. Donc nous allons faire à peu près 10 mouvements complets. Donc je vous montre un mouvement complet, et comme ceci. Pas forcément facile effectivement de croiser, c'est pas évident pour certains enfants, mais on prend le temps de bien décortiquer le mouvement. Et nous allons le faire 10 fois d'affilée. On va faire ce mouvement. Le mouvement, c'est que les enfants apprécient d'ailleurs grandement. Et on va terminer donc par les contacts croisés, un mouvement très positif. Donc, je vais vous proposer de croiser vos jambes. Vous allez venir mettre vos mains dos à dos, en contre-pomme, croiser les doigts, mouvement comme ça, on va le faire d'ailleurs tout à l'heure. Vous allez pouvoir ramener vos mains contre votre cœur. Je vous propose, pour ceux qui le peuvent, d'amener la fermeture de vos yeux, mais cette fois-ci, vous allez respirer profondément, en inspirant par le nez et en soufflant profondément par la bouche. Et cela 2-3 fois. Une fois ces 3 respirations faites, je vous proposerai de venir décroiser vos bras, vos jambes, amener calmement l'ouverture de vos yeux. Et on va terminer ce mouvement par venir associer, connecter nos doigts les uns avec les autres en regardant en conscience ce qui apparaît devant nous. Donc si on regarde bien, on peut voir qu'on peut assimiler cette image à notre cerveau et se dire qu'en fait, en conscience, mon cerveau, eh bien, il est prêt à travailler, à se mettre en place. Donc quand on a fini cet ensemble de mouvements de cap, effectivement, il y a cette conscience, notamment de l'enfant, de se dire qu'il y a ce rituel posé qui va permettre effectivement de se mettre au travail. Que les connexions ont été faites, donc d'un point de vue énergétique, c'est clair, mais il y a aussi cette symbolique où je viens tout rassembler, toutes mes capacités. Voilà. Merci Aurélie, du coup moi je vous laisse et je laisse la place à Aurélie, merci pour votre écoute. Donc du coup, je reprends juste un petit peu du début. Je suis Aurélie Val, sophrologue sur Calisson, et donc je propose dans mes prises en charge le brain gym, la sophrologie et du coaching scolaire. Donc je vais surtout détailler la sophrologie, car Caroline a parlé un petit peu plus du brain gym, et Cédric et Cyrielle parleront davantage aussi du coaching, pour éviter que ce soit trop long. Donc, très rapidement, je vous ai détaillé ce que j'allais aborder, brain gym, sophro, coaching, tout en amenant des définitions brèves, les bénéfices et les outils du pratico-pratique. Voilà, donc le brain gym, je reprends rapidement, c'est un module de la kinésio. C'est l'apprentissage par le mouvement, donc il s'avère qu'il y en a 26. Le CAP, ce que vous a présenté Caroline, c'est un mouvement de base que j'apprécie beaucoup de proposer justement en rituel. Mes collègues en ont parlé plusieurs fois et c'est très important d'amener des rituels à l'enfant. Les rituels, le repère, ça rassure. Et quand on est rassuré, eh bien on est en confiance. Et quand on est en confiance, eh bien effectivement, on facilite les apprentissages. Donc le brain gym va favoriser la communication entre le corps, les fonctions cognitives, par des activités motrices, des outils simples et ludiques. Et donc, là, c'est justement ma partie qui est vraiment super sympa, c'est que c'est ludique, c'est sympa. On est en mouvement, on n'est surtout pas assis pendant 2 heures, parce que moi-même, de toute façon, personnellement, ça ne me convient pas. Donc, du coup, on crée du lien. Et c'est important aussi, souvent, je le dis aux parents, quand je reçois leurs enfants, il faut créer du lien. Et les enfants, ils ont besoin de quoi? Du jeu. Donc, apprendre dans le jeu et dans le plaisir, forcément, ça facilite. Et comme le disait Alexandre, le plaisir, la joie, ça reste quand même des super ingrédients. Donc, tous les petits outils simples et faciles seront de bon augure. Mais là, le brain gym en soi, ça va être beaucoup de mouvements. Donc, j'avais remis l'affiche, comme ça, vous pourrez la voir dans les diapos. Elle est toujours intéressante car ces 4 mouvements sont relativement simples et pourtant, on arrive à retrouver
4 sphères et donc vraiment d'une utilisation simple et très efficace. Ensuite, comme vous pouvez voir, dans les activités de Brain Gym, on a plusieurs sphères qui sont, comment dire, travaillées selon les différents mouvements. Alors, moi, j'en propose tout le temps, j'en sélectionne, parce que je ne veux pas saturer justement avec beaucoup d'infos. Ça, on l'a dit, c'est une redite à nouveau, mais c'est la vérité. Même moi, je leur dis souvent, je préfère vous repartir avec 2 mouvements, ou en sophro 2 outils, qui vous plaît surtout, et qui fonctionnent, et on ne va pas partir avec des listes. Mais par contre, c'est exhaustif, donc chacun va aussi pouvoir trouver quelque chose qui lui convient. Donc du coup, l'intérêt et le bénéfice du Brain Gym, ça travaille sur les sphères émotionnelles, intellectuelles et psychomotrices. Donc du coup, que ce soit des 10 ou d'autres difficultés, même pour les HPI, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, je crois que c'est Alexandre, effectivement, d'arriver à mettre des stops mentaux, c'est très très important. Alors pour les TDAH aussi, mais différemment, même dans le mouvement. Les HPI, hop, les moments de silence et de grande respiration, eh bien, ça vient amener beaucoup de calme, de sérénité et d'efficacité aussi. Alors donc aussi, ça va favoriser, et c'est important de le dire, la lecture, l'écriture, l'écoute, la prise de parole, l'ancrage, la planification, l'organisation, la concentration. Donc on voit quand même que c'est très large. Par contre, la spécificité du Brain Gym, et comme la sophro, ce sont des mouvements qui vont être demandés à être répétés. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y en ait peu, mais que ce soit fait quand même très régulièrement. Outil très adapté au TDAH et à tout âge. C'est-à-dire qu'à partir de comptines, même des enfants très jeunes, on peut arriver à leur faire ces mouvements. Parce que tout à l'heure, comme vous avez vu, pris comme ça d'emblée le cap, on se dit qu'il faut avoir quand même un certain âge. Eh bien, pas du tout. Par des petites comptines, j'interviens également dans des écoles, et avec des petites comptines, on arrive justement à acquérir ces mouvements. Alors, décortiquer le mouvement des mouvements croisés, effectivement, au début, c'est pas évident, c'est pas quelque chose de facile. Mais en définitive, on y arrive facilement avec une histoire très adaptée. La sophrologie, donc ça c'est une spécificité. J'ai commencé par le Brain Gym pour faire suite à Caroline, mais là du coup c'est vraiment ma base. Donc qu'est-ce que c'est la sophro? Je voulais y revenir un petit peu dessus parce que des personnes connaissent, c'est de plus en plus connu, mais parfois ça amène de l'interrogation. Donc qu'est-ce que c'est? D'une manière très simple, c'est l'association de la respiration, donc différents types de respiration, de la mise en mouvement du corps, encore une fois. On peut être statique en sophro, mais aussi dans le mouvement, pour intégrer. Et la visualisation positive. Donc, et ça, c'est l'aspect qui est génial en sophro, c'est qu'on est sur du positif. Et encore une fois, ça revient à ce que tout le monde disait, il faut arriver à se projeter. On vient faire travailler justement tout ce qui pétille en nous. Donc, on va partir sur des ressources qui nous correspondent. C'est très, très important. Moi, souvent, justement, même quand j'ai des élèves en coaching et que je vois que l'élève n'est pas disponible par ce biais direct du coaching, je passe justement par tout ce qui est loisirs, plaisir, sport, des choses, des pratiques dans lesquelles l'enfant il réussit, dans lesquelles il prend du plaisir. Et quand on est dans le plaisir, on est dans l'émotion de la joie et les apprentissages ils sont facilités. Et après, pour le coup, on peut venir glisser sur le scolaire. Parce que de toute façon, les compétences, comme ça a été dit, on les développe dans notre quotidien de plein de façons. Et aussi dans les sports. Et même le sport, je le disais avec Cyrielle, je pouvais m'associer avec justement des assos de sport parce que c'est l'évidence. Ça passe par là. Quand tant bien même il y a des difficultés scolaires, même si parfois elles sont très importantes, le fait d'être dans le sport, dans le mouvement, on vient développer au niveau cognitif. Et quand on est en collectif, et même en individuel, on développe des stratégies d'adaptation en permanence. Et ça, parfois, ça prend plus ou moins du temps selon la personne, mais pour le coup, par la suite, ça arrive à se glisser dans le milieu scolaire. Voilà. Il faut beaucoup de temps et de patience. Ça, c'est Mélanie qui le disait, c'est vrai, en fonction des difficultés rencontrées. Donc, du coup, l'association de la respiration, de la visualisation positive et du mouvement du corps va amener du relâchement corporel. Comme le corps est intimement lié à l'intellect, eh bien, une fois que le corps
réussit à se relâcher, notre petite tête aussi. Et là, du coup, eh bien, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux, eh bien, forcément, on est plus disponible à faire ce qu'on a à faire. Donc, que ce soit pour l'école ou même pour d'autres tâches. Parce que souvent, j'aime bien élargir, il n'y a pas que l'école, effectivement. Et c'est important de le dire, et notamment quand il y a des difficultés. Parce que de tout centrer que sur cet aspect-là, eh bien, ça crée d'autant plus des blocages. Donc, on accède au bien-être et on fait ses propres prises de conscience et à son rythme, encore une fois. Parfois, eh bien, on fait des prises de conscience rapides, parfois il faut du temps, peu importe. Et l'objectif principal de la sophro, c'est de rendre autonome le pratiquant. Comment? Eh bien, il y a le temps de la séance. À la fin, moi, je décortique un petit peu à quoi ça sert. Et dans le quotidien, comment on va pouvoir s'en servir. Et du coup, il va falloir effectivement s'entraîner. S'entraîner pourquoi? Pour intégrer. D'où l'idée d'être ludique. Donc, comment se déroule une séance? Donc, je voulais quand même l'expliquer très rapidement pour ceux qui ne connaissaient pas du tout. Donc, il y a un temps d'écoute et d'échange avant et après la séance. Avant la séance, c'est pour faire un petit peu le point. Donc, en première séance, c'est un questionnaire pour apprendre à connaître la personne. Moi, ça me permet de mettre en lien. Parfois, c'est pas tant tout ce que j'écris, parce que je ne reviendrai pas forcément dessus, même pas du tout, mais c'est le lien. Pourquoi? Parce que je porte de l'intérêt. Et quand on se sent écouté, entendu, eh bien, déjà, le regard n'est pas le même et ça crée du contact. Et quand on a la confiance qui est mise en place, les choses peuvent avancer plus facilement. Après la séance, le petit temps d'écoute, c'est surtout au niveau des ressentis. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé, apprendre à s'écouter, à sentir, à ressentir ses sensations. C'est très important. Il va y avoir l'explication de la séance, la démonstration des mouvements. Du coup, je ne lance jamais une séance comme ça. J'explique, parce que ça rassure. Et on revient toujours aux mêmes choses. On est rassuré grâce aux repères. Et une fois en définitive qu'on sait, on a moins peur et on se laisse aller. Et en définitive, souvent, c'est le parallèle que je fais avec les enfants, les ados, les élèves que je reçois par rapport à l'école. Voilà. Quand on a des repères, que les choses sont mises en place, on est moins dans le stress. Le temps de la séance et puis l'application quotidienne, très important. Du coup, voilà, ça permet d'ajuster en fonction des besoins de chacun et à quel moment je dois faire ces mouvements et j'ajuste au mieux. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont préférer faire certains mouvements avant de partir à l'école, d'autres au contraire lorsqu'ils rentrent de l'école, au moment où je suis disponible. Encore une fois, c'est important. On est moins dans la contrainte. Il y a suffisamment de contraintes tout le long de la journée pour en créer davantage. Les bénéfices d'une manière générale de la sophrologie, ça amène l'apaisement, ça va faciliter la communication parce que forcément, eh bien, si on est plus calme, plus cool, eh bien, on va pouvoir communiquer plus facilement et les personnes en face recevront des infos qui seront plus facilement perçues. Un meilleur sommeil, et comme le disait Alexandre, le sommeil est essentiel justement dans tous les apprentissages. Une meilleure concentration, mémorisation, meilleure gestion de ses émotions, la remobilisation des ressources et potentiels et la confiance en soi. Donc je vous ai un petit peu, énuméré quelques outils qui allaient avec chacune des phases qu'on peut avoir à traiter. Donc pour s'apaiser, on va être sur des respirations plutôt profondes, diffuses, c'est-à-dire qu'à l'expiration, c'est comme si on soufflait dans une paille. La respiration abdominale, que souvent tout le monde connaît. Donc je ne vous ai pas mis effectivement des diapos en rapport parce que ça m'aurait fait une quantité de diapos très importante. Mais après, c'est des choses qui pourront être retrouvées justement sur Internet en les tapant, soit par le biais de vidéos ou même d'images. Ce sont des mouvements très simples, il n'y a rien de compliqué. Pour évacuer le pompage des épaules en respiration synchronique, alors je vais préciser pourquoi, parce que la respiration synchronique, du coup, c'est une respiration sur 3 temps et surtout l'expiration va être sur une expiration forte qui permet d'évacuer, de mettre à l'extérieur. Donc ça va être que ce soit les tensions corporelles, émotionnelles ou intellectuelles. Là aussi, l'enfant n'a pas besoin de me nommer. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est en colère contre papa et maman, le copain, la copine. Si ça a été dit au préalable, tant mieux. Mais si ça ne l'a pas été, il peut de toute façon l'évacuer par le biais de ce mouvement.
toujours 3 fois les mouvements en sophro. Pourquoi? Parce qu'en définitive, le cerveau intègre le relâchement au bout du 3e mouvement. Ça peut être une respiration profonde avec expiration forte aussi, sans associer de mouvements corporels. Pour se recentrer, on va pouvoir avoir des mouvements qui vont se vivre juste au niveau des gestes du cou, des isolations respiratoires au niveau des sens. Encore une fois, là aussi, je m'autorise à m'isoler pour pouvoir revenir et être prêt et disponible à ce qui arrive après. Au niveau du sommeil, ça va être la lecture du corps, tout ce qui est scan corporel, c'est très connu en yoga. J'ai les yeux fermés, je viens visualiser chacune des parties de mon corps. Et le fait de se centrer, d'avoir son attention très portée sur les parties de son corps, eh bien, ça va éviter d'avoir des idées parasites ou de s'autoriser à les laisser passer et repartir. Et du coup, de favoriser l'endormissement. La sophro se vit la plupart du temps debout ou assis. Elle peut être allongée, parfois. Après, j'adapte en fonction de l'enfant et de la problématique, mais bien souvent debout ou assis. Pourquoi? Parce que ce sont justement nos postures du quotidien. L'intérêt de la sophro, c'est d'être utilisé dans son quotidien. Que ce soit à la maison seule, ou bien on peut ajuster des mouvements, mais en classe, En classe, oui, dans tout ce qui est respiration, mais à l'école, je voulais dire, certains mouvements, souvent je leur dis, s'il y a besoin, tu peux t'isoler aux toilettes ou dans une pièce et faire ces mouvements. Ce sont des mouvements simples, qui sont rapides, et qui leur permettent justement d'amener cette gestion des émotions, souvent, qui est problématique. Les yeux fermés ou semi-ouverts en fixant le point, parce que les yeux fermés, cela peut être angoissant. Généralement la première séance, pas la deuxième. Mais enfin, il y a quand même la possibilité d'avoir les yeux semi-ouverts en fixant le point. Et le fait de fixer ce point, en définitive, et de vivre le mouvement, la personne arrive à avoir un abaissement de la vigilance et à lâcher prise, et pouvoir vivre son mouvement. Donc l'objectif, c'est vraiment de devenir autonome dans sa pratique en s'entraînant. Il y a quand même toujours cette notion où pour intégrer, alors une fois qu'après les mouvements sont bien intégrés, on a réussi à avoir un niveau de relâchement qui est quand même un petit peu plus, qui perdure dans le temps. Là, les mouvements peuvent s'espacer. Avec les jeunes enfants, j'utilise des livres, des jeux de cartes, divers jeux pour que ce soit très ludique. On s'amuse beaucoup avec les enfants, pour justement que c'est... Et les séances sont courtes pour que excusez-moi, du coup je lis en même temps. Pour que justement ces mouvements soient faciles à intégrer. Donc je vous ai donné des petits exemples. Pour les enfants très petits, j'utilise les émotions, c'est quoi? On est vraiment sur des petites images très simples. Sur les émotions de Gaston, là on a carrément tout un panel d'émotions qui sont traitées. C'est une sophrologue illustratrice qui a créé cette série et qui fonctionne très très bien. On peut passer par la roue des émotions, mais parfois c'est compliqué d'arriver à nommer son émotion. Donc le jeu de cartes, encore une fois, on se met en lien grâce au jeu et on vient découvrir en définitive l'émotion qui pose problème et on va trouver par ce biais-là du jeu ce qu'on va pouvoir mettre en place et même si c'est un outil, peu importe, on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, la dernière petite partie, parce que effectivement je la propose, mais c'est Cyrielle et Cédric qui vont davantage la traiter. En coaching scolaire, du coup, c'est accompagner l'élève dans son parcours scolaire de différentes façons. Donc, au niveau de l'organisation, donc les plannings, et je crois que c'est Mélanie qui en parlait, pas le planning classique, l'emploi du temps, non, moi je propose un planning du lundi au dimanche, de 8h à 20h, parce que notre vie, en fait, c'est ça, et encore, il y en a, c'est plus que 20h, c'est que moi, perso, ça s'arrête à 20h. Mais voilà, on est large, et surtout, on met le sport, on met les loisirs, on met les temps où il n'y a rien, on met les temps où il y a des séries, là aussi, on déculpabilise, j'aime bien, hein, parce que quand je leur demande les loisirs, c'est pas tant pour, par curiosité, mais c'est juste pour leur dire, mais bien sûr, oui, tu regardes Netflix, mais comme tout le monde en fait. Donc, c'est comme tout fait de modérément et en conscience, et bien du coup, ça n'a plus la même valeur. Donc ce planning, aussi, ça vient, ça permet de pouvoir planifier ces temps de devoir et de révision. Et de prendre conscience des temps aussi dans la journée où c'est plus propice pour soi de travailler. On a tous des moments dans la journée très différents. Moi, je suis très efficace le matin, très tôt. Là, vous voyez, déjà, je suis plus du tout à mon heure. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Et d'autres, au contraire, en fin de journée, les ados, souvent, ça c'est lié à l'âge,
ont plus d'efficacité à 8 h du matin, bof, mais 19-20, au niveau intellect, on sent qu'il y a plus de flux, pourquoi pas, peu importe. Mais le fait de pouvoir le mettre en évidence, ça permet, quand on a justement des cours à mémoriser qui sont importants, pas faciles ou intéressants, d'avoir plus d'attention, d'avoir quand même plus d'efficacité. Donc l'organisation des devoirs, donner des conseils simples, c'est-à-dire je commence par tout ce qui est facile ou notoire, parce qu'en fait on va donner une information au cerveau, bien que ça fonctionne, que ça marche, et du coup on ira vers ce qui est un petit peu plus difficile et moins plaisant. Parce que si d'emblée on se prend de frontal sur des activités qu'on n'aime pas ou sur lesquelles c'est très difficile, après pour continuer ce n'est pas possible. Tout ce qui est révision bien sûr et planning, tout ce qui est méthodo avec les fiches, les cartes mentales, tout ce qui est les différents types de mémorisation, très important que l'élève sache justement quel est. Alors on passe par tous les types de mémorisation, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, mais par contre on a quand même un mode de mémorisation préférentiel. Donc celui-là, on va s'appuyer dessus, mais on prend conscience qu'il y a aussi les autres modes de mémorisation et on vient les faire travailler. C'est-à-dire que si on est plus visuel, on va être effectivement sur des fiches, sur des codes couleurs, sur des surlignés, mais on ne va pas oublier de parler à haute voix, de faire des dessins, parce que les petits dessins, eh bien, ça va venir fixer, de marcher, d'être en mouvement, de même peut-être théâtraliser ce qu'on lit, si c'est de l'histoire. Là, pour le coup, je pense à ma fille qui apprenait ses leçons comme ça. Donc voilà, il y a amener encore une fois du jeu, du ludique, pour éviter que ce soit trop compliqué. C'est vrai que pour les poésies notamment, c'est loin d'être simple, et surtout pour les 10. Pour la concentration, donc du coup pour la gestion du stress, effectivement, je vais utiliser pas mal la sophro et le branding. La confiance en soi, eh bien, ça va être aussi beaucoup de projections positives, de pouvoir s'appuyer sur déjà des réussites passées, et peu importe, pas besoin qu'elles soient forcément scolaires. Moi, ces réussites, je vais venir les intégrer dans le présent et les futuriser les projeter dans le futur. Se dire du coup d'envoyer l'information au cerveau que j'ai toutes ces compétences. Voilà. Et donc je peux me projeter avec et que ça va fonctionner. Ensuite, tout ce qui est motivation, donc la sophro, les objectifs, oui, très important, et Alexandre le disait, il faut avoir des objectifs. C'est ce qui nous permet d'avancer, et tous, même nous en tant qu'adultes, les objectifs, c'est les projets même qu'on peut avoir tous les jours. Hein. Je me projette de ce que je vais faire ce week-end, de ce que je vais faire en vacances, peu importe. Les enfants, c'est pareil, il faut qu'ils arrivent, même si ce sont des petits objectifs. À court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est important aussi d'avoir ces degrés, court terme, moyen terme, long terme. Parce que ça leur permet aussi de checker. Et de fait de checker, de se dire ça c'est fait, ça c'est fait. Ça veut dire que je passe des étapes. Et donc du coup, là encore une fois, ça vient favoriser l'avancement. La motivation par l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, passer par tout ce qui intéresse l'enfant, les lectures. Eh bien, je suis d'accord avec mes amis, il faut aller sur des sujets qui intéressent, qui passionnent. C'est même pas qui intéressent, qui passionnent. Il faut que ça passionne, parce que si ça ne passionne pas, moi la première, et c'est vrai que du coup je ne suis pas un bon public non plus pour les profs, mais moi des fois quand je vois ce que mon fils au collège il peut lire, écoutez, plutôt lui que moi. Donc, alors que quand on va passer par du manga, quand on va passer par des choses qui sont modernes, eh bien d'un coup, ça prend une autre dimension. L'enfant est dans le plaisir et ça débloque. Parce que l'enfant qui sait très bien lire, eh bien il lira ce livre, malgré tout. Il s'obligera, il aura. Mais l'enfant qui a des difficultés, effectivement, ça ne va pas être possible. En plus d'être dans la difficulté, il va être dans la contrainte. Donc ça ne marchera pas. Donc moi-même, par la sophro, je passe par ça aussi, l'intérêt. L'autonomie. Donc l'autonomie que l'enfant acquiert dans le coaching et par le biais de la sophro et du branding, et bien progressivement, c'est une autonomie du quotidien. Comprendre son fonctionnement, c'est très important aussi. Donc par de la psychoéducation, c'est-à-dire on va parler un petit peu de comment fonctionne le cerveau, quels sont les différents types de mémorisation, donc on va passer par des vidéos, des schémas, encore une fois on crée du lien facilement et il y a des explications et quand on comprend ce qui se passe, les enjeux, et bien d'un coup ça prend
l'enfant, l'élève porte un autre regard. C'est apprendre à apprendre en définitif. Merci pour votre écoute.